Au XIIIe siècle, l'Afrique de l'Ouest était une mosaïque de royaumes et d'empires en constante mutation. C'était une époque de prospérité économique, mais aussi de tensions politiques et militaires entre différents peuples et lignées royales. Parmi les grandes puissances de l'époque, 3 royaumes dominaient la région. Le royaume du Ghana. Bien qu'affaibli par les incursions des Almoravides au XIe siècle, l'ancien empire du Ghana, Ouagadougou, restait un centre commercial majeur, où transitaient lors du bambouk et du bourré, en direction du Maghreb. Le royaume de Sosso, dirigé par le redoutable Soumoro Kanté, le Sosso avait pris l'ascendant sur le Ghana et dominait plusieurs peuples du Manda. Son roi, sorcier et stratège, régnait d'une main de fer, terrorisant ses voisins et étendant son empire par la force. Le Fouta et les royaumes montagnards. Plus à l'ouest, le Fouta Djallon était une région montagneuse peuplée de guerriers redoutables. Les tribus Peul et Mandingues de cette zone avaient développé une tradition d'autonomie et de résistance. En marge de ces grandes puissances, plusieurs royaumes du Mandin étaient sous la coupe du Sosso. Parmi eux, le royaume de Niani, patrie des Keïta. Le Mandin était une région de forêts et de savanes, peuplée de chasseurs, d'agriculteurs et de forgerons. Contrairement aux empires voisins centralisés, il était fragmenté en plusieurs petits royaumes dirigés par des clans rivaux. L'unité était faible et chacun cherchait à s'imposer, ce qui facilitait la domination du Sosso. C'est dans ce contexte troublé que naquit un héritier qui allait changer la face de l'Afrique de l'Ouest, Soundiata Keïta. Son histoire, à la fois légende et réalité, a traversé les siècles grâce à une tradition orale préservée par les griots. Soundiata Keïta ne fut pas seulement un roi guerrier. Il fut le fondateur d'un empire qui régnera pendant plusieurs siècles sur une grande partie de l'Afrique de l'Ouest. Son impact est immense. Il a réussi à fédérer des peuples aux traditions et coutumes diverses sous une seule bannière. Le Mandin deviendra une puissance économique et culturelle incontournable, attirant même les marchands du monde islamique. Il établit une constitution avancée, la charte de Kouroukan-Fouga, organisant la société, délimitant les pouvoirs et consacrant les droits des individus bien avant l'Occident. Au XIIIe siècle, le Mandin, une région de savane fertile située entre les rivières du Niger et du Bafin, était un territoire peu centralisé, composé de clans et de royaumes autonomes. L'un de ces royaumes était dirigé par Naré Magan Konaté, un roi sage et respecté, qui régnait depuis la capitale Niani. Il était issu de la lénégation des Keïta. Naré Magan Konaté était un souverain visionnaire qui gouvernait avec justice, s'appuyant sur des conseils de sages et des alliances avec les rois voisins. Cependant, il était inquiet. Bien qu'il eût déjà un fils, Dankara Touman, il n'était pas convaincu que ce dernier avait la trempe d'un grand régnant capable d'unifier les clans du Manda. C'est dans ce contexte que se produisit un événement extraordinaire, la prophétie des chasseurs. Un jour, alors que Naré Magan tenait audience dans son palais, 2 chasseurs originaires du pays de Do arrivèrent avec une annonce stupéfiante. Ces chasseurs étaient des hommes sages, proches des esprits de la nature, et ils avaient reçu une vision. Ils déclarèrent au roi : « Majesté, une grande destinée repose sur vos épaules. Si vous prenez pour épouse une femme que nous avons rencontrée, votre descendance changera le destin du Manda. Votre fils sera un roi sans égal, unificateur des peuples, et sa gloire rayonnera sur toutes les terres africaines. Mais cette femme n'est pas une femme ordinaire. Elle est la fille des esprits, une créature venue pour accomplir la volonté du destin. » Intrigué, Naré Magan demanda à voir cette femme. Les chasseurs lui racontèrent alors l'histoire de la femme buffle du pays de Do. Dans cette région montagneuse, une terrible créature surnaturelle, mi-femme mi-buffle, terrorisait les habitants. Seuls les chasseurs les plus braves osaient s'aventurer pour la traquer. Mais lorsque 2 d'entre eux l'affrontèrent, ils découvrirent qu'elle était en réalité une femme humaine d'une laideur singulière, dotée d'une grande force mystique. Ils comprirent qu'elle n'était pas un monstre, mais une être élue, dont la descendance jouerait un rôle crucial dans l'histoire du Manda. Convaincu par cette prophétie, Naré Magan accepta d'épouser cette femme, qui se nommait Sogolon Kedjou. Cependant, lorsqu'elle arriva à Niani, elle fut accueillie avec hostilité par la première épouse du roi, Sassouma Béreté. Belle, fière et ambitieuse, Sassouma voyait en Sogolon une rivale, surtout lorsque les sages du royaume commencèrent à murmurer que l'enfant de Sogolon serait le véritable héritier du Manda. Quelques mois plus tard, Sogolon mit au monde un fils. Il fut appelé Soundiata.
Mais dès sa naissance, un mystère entourait cet enfant, il était incapable de marcher. Ses jambes semblaient faibles. Alors que les autres enfants de son âge couraient et jouaient, Sundiata restait assis ou rampait. Attendu comme le futur souverain qui accomplirait la prophétie des chasseurs, il se révéla pourtant incapable de marcher. Cette condition lui valut rapidement le mépris de la cour et de sa belle-mère Sasuma Beroté, première épouse de Naremagan Konaté, qui voyait en lui un obstacle à l'ascension de son propre fils, Dankarantuman. Dans une société où la force physique détermine la valeur d'un homme, Sundiata fut réduit au rang d'infirme inutile. On le qualifiait de fardeau, un prince incapable d'honorer son lignage. Les autres enfants le tourmentaient, la cour le raillait, et même son père Naremagan, bien qu'aimant, fut contraint par la pression politique d'accorder une préférence à Dankarantuman, qui devint roi à sa mort. Sogolon Kedju, la mère de Sundiata, subit l'opprobre de la cour. Elle était appelée la femme d'Ufle, une étrangère aux origines mystiques qui avait donné naissance à un enfant perçu comme maudit. Sasuma Beroté, usant de son influence, multiplia les humiliations envers elle et son fils. Sogolon, pourtant noble de cœur, restait digne, portant le poids de la prophétie et gardant foi en l'avenir de son fils. Elle restait persuadée que son fils accomplirait un jour son destin. Elle le soutenait, lui inculquant patience et résilience. « Tu es un lion, disait-elle, et le lion n'a pas besoin de marcher vite pour régner sur la savane. » Un épisode marquant de cette humiliation fut lorsqu'elle tenta d'obtenir une simple feuille de baobab pour nourrir Sundiata. Les autres femmes du village, sous les ordres de Sasuma, refusèrent de lui en donner, la forçant à revenir bredouille à la maison, en larmes. Cet événement fut le déclencheur de la transformation de Sundiata. Ce fut le jour de la honte que Sundiata décida qu'il ne resterait plus un infirme. Il demanda une barre de fer à son forgeron de confiance, Farakuru. Lorsqu'il s'agrippa à cette barre, une force insoupçonnée surgit en lui. Le sol trembla, le fer se tordit sous la pression de ses mains, et enfin, Sundiata se redressa. Le peuple, stupéfait, le vit marcher pour la première fois. Ce miracle ne fut pas seulement une renaissance physique, mais également spirituelle et politique. Il marqua le début d'un long apprentissage où Sundiata se forma aux arts du combat, aux stratégies militaires et aux traditions guerrières. Il devint un archer redoutable, un cavalier agile et un maître du sabre. Son initiation fut supervisée par les forgerons et les chasseurs, dépositaires des secrets ancestraux de la guerre et de la magie. Sundiata comprit très vite que pour devenir un grand roi, il ne suffisait pas d'être fort. Il lui fallait s'assurer des alliances solides. Les forgerons, représentant la maîtrise de l'artisanat et des armes, devinrent ses premiers soutiens. Les chasseurs, connaisseurs des mystères de la forêt et des sciences occultes, lui enseignèrent la sagesse. Ces alliances lui assurèrent une base solide, car les forgerons et les chasseurs jouaient un rôle politique majeur dans les royaumes mandingues. Ils étaient respectés et influents, leur soutien garantissait une adhésion populaire massive. Cette intelligence politique permit à Sundiata de préparer son avenir. Mais ce chemin vers la grandeur ne fut pas immédiat. Sasuma Beroté, voyant la montée en puissance de Sundiata, comprit qu'il représentait une menace. Pour l'éloigner définitivement du trône, elle complota son exil. Avec l'aide de Dankarantuman, elle contraignit Sogolon et son fils à quitter le mandat. Commence alors une errance éprouvante à travers l'Afrique de l'Ouest. D'abord accueilli dans le Ouagadou, autrement appelé l'Empire du Ghana, Sundiata découvrit les mécanismes d'un royaume différent du sien. Il observa comment les rois régnaient, comment les peuples étaient gouvernés. Chaque royaume visité lui apporta un enseignement précieux. C'est à Mema que Sundiata trouva enfin refuge. Le roi de Mema, impressionné par son intelligence et sa prestance, le prit sous son aile. Là, il reçut une formation militaire de premier ordre. Il devint non seulement un guerrier, mais aussi un stratège. Son talent dans l'art de la guerre lui valut d'être nommé commandant des troupes de Mema. Dans l'ombre, Sundiata grandissait, se renforçait, se préparait. Il n'était plus l'enfant chétif que l'on moquait au mandat. Il était désormais un chef de guerre redouté, prêt à reconquérir son royaume et à affronter l'usurpateur Dankarantuman. Au XIIIe siècle, alors que le mandin était en plein bouleversement politique et social, un homme se dressa comme une figure redoutée. Sumoro Kanté, roi du puissant royaume de Soso.
Contrairement au roi traditionnel du Mandan, Sumoro était un souverain guerrier dont le pouvoir était fondé non seulement sur la force militaire, mais aussi sur la maîtrise des sciences occultes. Les griots racontent que Sumoro possédait une chambre secrète, emplie de talismans redoutables et de fétiches issus des forces surnaturelles. Il aurait conclu des pactes avec les esprits et acquis un savoir mystique qui le rendait invincible sur le champ de bataille. On disait qu'aucune flèche, aucune lance, aucun sabre ne pouvait le blesser. Son palais, truffé de pièges et de protections magiques, était un sanctuaire impénétrable, renforcé par la présence de fétiches vivants, des créatures mystérieuses issues des profondeurs des forêts. Sumoro n'était pas seulement un roi mystique. C'était un stratège militaire redoutable, un homme impitoyable qui ne reculait devant aucune cruauté pour asseoir son hégémonie. Il dirigeait son royaume avec une main de fer, inspirant à la fois la peur et la vénération parmi ses sujets. Sous son règne, le royaume de Soso s'étendit largement, absorbant plusieurs territoires et soumettant de nombreux peuples. Il envahit les villages du Mandan, exigeant des tribus exorbitants sous forme de vivres, de bétail, d'or et d'hommes réduits en esclavage. Les populations soumises vivaient dans la terreur, forcées de nourrir l'armée de Soso et de céder leurs biens au profit du despote. Les jeunes filles étaient arrachées à leur famille pour devenir les concubines du roi ou les servants de sa cour. Les jeunes hommes étaient enrôlés de force dans l'armée de Soso, où ils servaient sous les ordres de leurs propres oppresseurs. Dans le Mandan, les villages étaient pillés, incendiés et laissés en ruine. Le roi de Soso imposait sa domination par la terreur et par la force, écrasant toute forme de résistance. Face à cette oppression, le Mandan vivait sous une chape de plomb. Les anciens chefs de village et rois du Mandan, jadis fiers et indépendants, étaient devenus de simples vassaux. Mais dans les cœurs, l'espoir persistait, celui d'un libérateur, un chef capable de renverser Sumoro et de restaurer la dignité du Mandan. Les griots, gardiens de la mémoire et des prophéties, racontaient à voix basse la venue d'un homme qui mettrait fin à la tyrannie de Sumoro. L'image de Sunjata Keïta, fils de Naré Magan et de Sogolon, commençait à ressurgir dans les esprits. Son exil avait renforcé son aura légendaire. Beaucoup croyaient qu'il était le seul capable de lever une armée à la hauteur de Sumoro. Les chefs des royaumes du Mandan, exaspérés et conscients qu'aucune révolte ne pourrait aboutir sans un meneur, décidèrent d'envoyer un appel à celui qui était prédestiné à les libérer, Sunjata Keïta. Un messager fut envoyé à Mema, là où Sunjata s'était bâti une solide réputation auprès du roi local. Ce messager, un griot du nom de Balafaseke, avait réussi à traverser les territoires hostiles de Soso pour atteindre Sunjata. Lorsque ce dernier reçut l'appel à l'aide de son peuple, il comprit que son heure était venue. Il savait que son destin n'était pas de rester à Mema, mais de retourner dans son pays natal pour accomplir la prophétie qui pesait sur ses épaules depuis sa naissance. Avec la bénédiction du roi de Mema, qui voyait en lui un grand souverain en devenir, Sunjata commença à réunir une armée. Il savait que la bataille contre Sumoro ne serait pas une guerre ordinaire. L'ennemi maîtrisait les sciences occultes et inspirait la terreur à travers tout le pays. Il fallait donc non seulement une force militaire puissante, mais aussi une intelligence stratégique hors pair. Conscient de l'ampleur du défi, Sunjata envoya des messagers dans toutes les directions pour rassembler les chefs de guerre et les souverains hostiles à Sumoro. Parmi ceux qui répondirent à son appel figurait Fakoli Koroma, un ancien général de Sumoro qui avait trahi ce dernier après l'enlèvement de sa femme, ainsi que Frank Kamara, chef des Djalanké, et plusieurs rois du Fouta et du Bamboubou. Tous étaient unis par une cause commune, la libération de leur peuple. Dans la plaine de Sibi, une ville stratégique située dans le royaume du Mandan, au sud-ouest de l'actuel Mali, à environ 50 km de Bamako, un grand conseil de guerre fut tenu. Sunjata, déjà respecté pour ses exploits militaires à Mema, exposa son plan de reconquête. Il ne s'agissait pas d'une simple bataille, mais d'une véritable guerre d'usure visant à affaiblir progressivement Sumoro et à exploiter ses points faibles. La réunion scella un pacte entre tous les rois présents. Ils s'engageaient à suivre Sunjata en tant que chef suprême des armées. Ce fut un moment historique, car jamais autant de royaumes ne s'étaient unis sous une seule bannière. Plutôt que d'affronter directement Sumoro dans son fief de Soso, Sunjata opta pour une approche plus stratégique. Il lança une série d'attaques coordonnées visant à affaiblir les bastions secondaires de l'ennemi. Il savait que Sumoro s'appuyait sur plusieurs villes fortifiées pour assurer son hégémonie,
et il décida donc de couper ses lignes d'approvisionnement avant l'affrontement final. La première grande bataille eut lieu à Tabon, un royaume important, habité par des Djalankés situés dans la région du Fouta Djalon, une zone montagneuse qui s'étend entre l'actuelle Guinée et le sud du Mali, où Soundiata infligea une défaite humiliante aux forces de Sosso. Grâce à la discipline de ses guerriers et à la connaissance du terrain, il parvint à piéger l'armée ennemie dans un goulet d'étranglement, forçant les soldats de Soumoro à battre en retraite. Cette victoire galvanisa les troupes de Soundiata et renforça la confiance des rois alliés en leur chef. Il enchaîna ensuite avec la prise de Do, le pays de sa mère Sogolon. Cette bataille fut symboliquement importante car elle marquait non seulement une avancée stratégique, mais aussi un retour aux racines maternelles de Soundiata. En reprenant Do, il envoyait un message clair: le Mandin n'était plus soumis et se préparait à reconquérir sa grandeur. La guerre contre Soumoro ne reposait pas seulement sur les armes et la stratégie militaire. La tradition orale et la spiritualité jouaient un rôle crucial. Les griots accompagnaient les armées, chantant les exploits de Soundiata et de ses guerriers pour leur insuffler courage et détermination. Bala Faseke, en tant que griot attitré de Soundiata, composait des chants guerriers et rappelait aux soldats qu'ils luttaient pour un avenir libre. Par ailleurs, Soundiata s'entourait de devins et de marabouts, conscient que la guerre contre Soumoro était aussi une guerre spirituelle. Les devins pratiquaient des sacrifices et exécutaient des rituels pour neutraliser les pouvoirs occultes de Soumoro. Avant chaque bataille, des offrandes étaient faites aux esprits protecteurs du Mandin afin d'assurer la victoire. Après une série de victoires, Soundiata se rapprochait progressivement du cœur du royaume de Sosso. Son armée grandissait en nombre et en expérience, tandis que Soumoro, bien que toujours puissant, commençait à ressentir la pression de cette nouvelle force qui se dressait contre lui. Il savait que son règne était menacé et qu'un affrontement décisif était imminent. La dernière étape avant la bataille de Kirina était de s'assurer que tous les rois alliés étaient prêts. Soundiata organisa une dernière réunion stratégique où chacun exposa ses forces et ses capacités. Il était clair que la victoire finale se jouerait sur un élément clé, la faiblesse secrète de Soumoro Kanté, que Soundiata et ses alliés cherchaient encore à découvrir. Après avoir consolidé son pouvoir et rallié les peuples opprimés par Soumoro Kanté, Soundiata Keïta était enfin prêt à affronter son ennemi dans une bataille décisive. La confrontation finale devait se tenir à Kirina, situé dans l'actuel Mali, près de la frontière guinéenne, un champ de bataille symbolique choisi stratégiquement par Soundiata et ses conseillers pour ses avantages topographiques. Il savait que la véritable force de Soumoro ne résidait pas seulement dans ses guerriers mais aussi dans ses redoutables pouvoirs mystiques. Avant la bataille, Soundiata convoqua ses généraux et ses griots. Parmi eux, Fakoli Doumbia, Tabonwana et Fran Kamara occupaient des places de choix. Chacun devait diriger une partie de l'armée pour encercler les forces de Sosso. Soundiata avait compris qu'une guerre ne se gagnait pas uniquement par la force brute, mais aussi par la stratégie et l'unité des peuples. En parallèle, il réalisa de grands sacrifices aux génies et aux ancêtres, demandant leur bénédiction pour le combat à venir. Le grand griot Bala Faseke récita des incantations et rappela à l'armée l'importance de leur cause: renverser un tyran et restaurer la justice dans le mandat. Les guerriers, galvanisés, se préparèrent à affronter l'ennemi. Dès l'aube, les troupes de Soundiata, divisées en plusieurs bataillons, avancèrent vers Kirina. La première charge fut lancée par les cavaliers de Fran Kamara, appuyés par les archers du Ouagadou. Mais les guerriers de Sosso, sous la conduite de Soumoro, résistèrent avec férocité. Soumoro n'était pas seulement un chef de guerre, il était un maître des sciences occultes. On disait que son corps était invulnérable aux armes ordinaires et qu'il pouvait disparaître à volonté. Ces incantations renforcèrent le moral de ses troupes, et celles de Soundiata commencèrent à vaciller sous la pression des Sosso. Mais Soundiata était préparé. Conseillé par ses devins, il avait appris que Soumoro tirait sa puissance d'un fétiche caché dans son antre à Sosso. Une arme magique, une flèche recouverte d'un épervier blanc, avait été fabriquée spécialement pour percer sa défense mystique. Au moment crucial de la bataille, Soundiata s'avança, armé de cette flèche mystique. Il fit face à Soumoro et, d'un tir précis, toucha son adversaire. Bien que la blessure fût superficielle, elle était suffisante pour briser l'aura mystique du roi de Sosso. Désormais vulnérable, Soumoro perdit confiance et tenta de fuir. Sentant sa défaite imminente, Soumoro s'enfuit vers Koulikoro, une ville située dans l'actuel Mali,
où se trouvait une montagne sacrée. D'après la légende, il gravit la montagne et disparut dans une caverne, ne laissant derrière lui qu'un mystérieux silence. Certains disent qu'il s'est transformé en esprit, d'autres qu'il est mort seul dans les entrailles de la terre. Quoi qu'il en soit, il ne revint jamais et son royaume tomba en décrépitude. Avec la chute de Sumoro, les armées de Soso, désorientées, furent balayées par les troupes de Sundiata. La victoire était totale. Sundiata, dans sa clémence, épargna les peuples soumis de Soso mais décréta que la dynastie de Sumoro ne régnerait plus jamais. C'est à Kirina que Sundiata Keïta fut acclamé comme le Mansa, l'empereur du Manda. Cette bataille marqua la naissance de l'empire du Mandé, autrement dit l'empire du Mali, qui deviendrait l'une des plus grandes puissances de l'Afrique de l'Ouest. Dès lors, Sundiata s'attela à l'unification des royaumes sous son autorité, posant les fondements d'un empire prospère basé sur la justice et la tolérance. Il mit en place un système administratif efficace et rédigea la charte du Mandé, un texte fondateur qui allait régir l'empire pour des générations. Avec la victoire de Sundiata Keïta à Kirina et la chute définitive de Sumoro Kanté, un nouvel ordre émergea sur les ruines du royaume de Soso. Mais une victoire militaire ne suffit pas à fonder un empire durable. Sundiata devait encore structurer son royaume, régler les questions de gouvernance et établir une organisation sociale stable pour assurer la prospérité du Manda. Après sa victoire, Sundiata convoqua une immense assemblée à Kurukanfuga, une vaste clairière située dans la région du Manda. Tous les rois, chefs de guerre, notables et sages des royaumes alliés furent appelés à participer à ce grand conseil qui allait définir les fondements du nouvel empire. C'est lors de cette assemblée que Sundiata mit en place une organisation politique et sociale révolutionnaire, assurant une administration efficace et une cohésion entre les différentes ethnies et tribus sous son autorité. L'empire du Mali fut structuré de manière à garantir la stabilité et l'unité entre les peuples vainqueurs. Sundiata fut proclamé Mansa, empereur, titre suprême qui faisait de lui le souverain de l'ensemble du territoire. Son autorité était reconnue et respectée par tous les rois et chefs de guerre. Les rois locaux conservaient une autonomie relative mais devaient prêter allégeance à Sundiata et verser un tribut en signe de fidélité. L'empire fut divisé en plusieurs provinces, chacune dirigée par un gouverneur appelé Farba, nommé par l'empereur. Une hiérarchie fut établie parmi les chefs de guerre et les nobles pour maintenir une organisation militaire efficace. Une charte sociale fut proclamée à Kurukanfuga, fixant les règles de vie en société, les relations entre les tribus et les obligations des différentes classes sociales. Sundiata dut gérer la répartition des terres conquises et veiller à ce que ses plus fidèles lieutenants soient justement récompensés. Les territoires furent distribués selon le mérite des chefs de guerre, les plus valeureux reçurent des terres fertiles et riches. Les anciens royaumes conquis furent intégrés au nouvel empire tout en maintenant leur particularisme culturel. Une organisation militaire stricte fut mise en place pour garantir la sécurité et empêcher les insurrections. L'une des grandes forces de Sundiata fut sa capacité à unir les tribus rivales sous une même bannière. Les Kamara, les Konaté, les Cissé et les Kouyaté furent associés à la gestion de l'empire. Les Kouyaté, représentés par Balafa Seke, devinrent les griots officiels des Keïta, chargés de transmettre l'histoire et les lois du Manda. Les Cissé et les Touré furent désignés comme grands marabouts et garants de la spiritualité de l'empire. Des mariages politiques furent arrangés entre les grandes familles pour renforcer l'unité du Manda. Pour assurer la prospérité de l'empire, Sundiata mit en place des réformes économiques ambitieuses. Le commerce transsaharien fut développé, les marchands, appelés Dioula, reçurent une protection spéciale pour favoriser l'échange de l'or, du sel et d'autres ressources. Des routes commerciales furent sécurisées pour faciliter les voyages et la circulation des biens. Les impôts furent réglementés pour préserver l'équilibre économique et redistribuer les richesses à travers l'empire. Une monnaie unique fut introduite pour faciliter le commerce entre les régions du Manda. Après la consolidation de son pouvoir et l'organisation du Manda à travers la charte de Kurukanfuga, Sundiata Keïta entreprit l'expansion de son empire. Cette période marque le développement du Mali en une puissance incontournable de l'Afrique de l'Ouest, soumettant des royaumes anciens et établissant des relations diplomatiques stratégiques. Dès l'établissement de son autorité à Niani, il dirigea ses armées vers l'expansion du territoire mandingue. Il déploya ses forces à travers 3 axes principaux. Vers le nord, il s'attaqua au puissant royaume du Ouagadou,
ancien empire du Ghana, autrefois une référence commerciale en Afrique de l'Ouest. Les vestiges de cet empire affaibli par les incursions almoravides furent progressivement absorbés dans le nouvel empire du Mali. Vers l'ouest, Soundiata envoya ses généraux soumettre le Fouta, région montagneuse peuplée de guerriers Peuls et Mandés. La maîtrise de cette zone stratégique permit au Mali d'assurer la sécurité de ses frontières occidentales. Vers l'est, il incorpora le royaume de Méma, qui lui avait servi de refuge durant son exil. Ce ralliement ne fut pas une conquête par la force, mais une intégration volontaire du Méma à l'Empire en reconnaissance de la grandeur de Soundiata. Outre les régions majeures, Soundiata Keïta mena des campagnes militaires pour soumettre les royaumes restants qui refusaient de se plier à son autorité. Do, terre d'origine de Sogolon Kedjou, la mère de Soundiata, Do fut une conquête différente des autres. En raison de son lien filial avec cette région, Soundiata fut accueilli en héros plutôt qu'en conquérant. Lors de son passage à Orantamba, il effectua un sacrifice au tertre où le buffle mystique avait expiré, marquant ainsi la reconnaissance symbolique de Do au sein du Mandé. Kita, connu pour sa mare mystique, Kita était un centre spirituel et religieux. Le roi Kita Mansa, protégé par des génies de la montagne, refusa de se soumettre. Soundiata, usant de stratégies mystiques, parvint à obtenir la faveur des esprits de Kitakuru et attaqua la ville. Une fois le royaume conquis, Soundiata sacrifia 100 béufs, 100 béliers et 100 coqs blancs en guise d'offrande aux esprits locaux. Il se rendit ensuite à la mare magique, où il but l'eau sacrée qui, selon la tradition, octroyait force et clairvoyance à celui qui s'en abreuvait. Dia, située au nord-ouest du Mandin, Dia était une ville de marabouts influents. Son roi, initialement allié de Soumoro Kanté, refusa d'abord de prêter allégeance à Soundiata. La ville fut conquise en une journée après une bataille éclair, et ces jeunes hommes furent intégrés dans l'armée de Soundiata sous le nom de Sofa. Soundiata ne se contenta pas d'imposer son autorité par la force. Il établit des alliances stratégiques avec les tribus conquises afin d'assurer la stabilité de son empire. Les Dioula, marchands, furent encouragés à étendre leur commerce, consolidant le réseau économique du Mali. Les Cissé, Bérété et Touré, familles de marabouts influents, furent promus à des postes religieux et de conseillers dans l'empire. Les Konaté de Toron devinrent des vassaux proches des Keïta, renforçant ainsi l'hégémonie dynastique de Soundiata. En peu de temps, Soundiata transforma le Mandin en un empire puissant, s'étendant des rives du Djoliba, Niger, aux confins du Ouagadou, en passant par les montagnes du Fouta et les plaines du Bambougou. Il institua un équilibre politique et économique qui allait perdurer bien après sa mort, jetant les bases de la grandeur future du Mali. L'impact des conquêtes de Soundiata ne réside pas uniquement dans l'extension territoriale de son empire. Son habileté à fédérer des peuples diversifiés sous une seule autorité sans les écraser fit de lui un souverain unique dans l'histoire de l'Afrique de l'Ouest. Cette étape de son règne pose les fondements d'un empire qui deviendra l'un des plus riches et influents du continent africain. Après des années de guerre et de conquête, Soundiata Keïta entra dans une nouvelle étape de son règne, celle de la consolidation et du développement de l'Empire du Mali. Son règne ne se résumait pas à ses victoires militaires, il avait aussi pour mission d'apporter la paix, la stabilité et la prospérité à ses sujets. Soundiata Keïta fit de Niani la capitale de son empire. Située stratégiquement, cette ville était un centre névralgique, entouré de terres fertiles et proche des routes commerciales majeures. La reconstruction de Niani, après les destructions causées par les guerres, fut une priorité pour Soundiata. Il fit bâtir de vastes remparts pour protéger la ville et encouragea l'implantation de marchands, d'artisans et de lettrés. Les grandes familles nobles et les chefs de guerre qui avaient soutenu Soundiata lors de ses conquêtes furent invités à s'installer à Niani, transformant ainsi la ville en un véritable centre administratif et politique. Le Mansa y tenait ses audiences et ses grandes assemblées, garantissant un pouvoir central fort. Sous Soundiata, l'Empire du Mali devint un carrefour du commerce ouest-africain. Il structura les routes commerciales reliant les différentes régions de son empire au marché du Sahel et de la Méditerranée. Les caravanes de marchands transportaient de l'or, du sel, des tissus, du cuir et des esclaves entre les grandes cités de l'empire. Les marchés de Niani, Djenné, Gao et Tombouctou devinrent des plaques tournantes de l'économie régionale. L'empire noua également des liens avec les marchands arabes et berbères du Nord, facilitant l'échange de biens et de connaissances entre l'Afrique subsaharienne et le monde islamique. Ces routes favorisèrent l'essor de l'islam, qui se répandit progressivement dans les grandes villes du Mali.
Sundiata comprenait que la prospérité de son empire reposait sur une transmission efficace du savoir et de la culture. Les griots, comme son propre griot Balafa Seke, étaient les gardiens de la mémoire collective. Ils conservaient et transmettaient l'histoire de l'empire à travers des chants et des récits, formant un véritable pont entre le passé et le présent. Ils étaient respectés et jouaient un rôle de conseiller pour les rois et les nobles. Les forgerons, quant à eux, étaient les maîtres du fer et des métaux. Ils jouaient un rôle crucial dans l'armement de l'Empire, mais étaient aussi perçus comme des figures mystiques, détenant un savoir ancestral. Leur travail était essentiel pour le développement de l'agriculture, du commerce et de la guerre. Les marabouts, souvent issus de familles de lettrés musulmans, jouaient un rôle clé dans la transmission du savoir religieux et scientifique. Sous Sundiata, l'islam progressa parmi les classes dirigeantes, bien que les croyances traditionnelles animistes restassent prédominantes dans l'Empire. L'Empire du Mali était riche en ressources naturelles, et Sundiata mit en place des réformes pour encourager leur exploitation. L'agriculture fut stimulée par la mise en valeur des terres fertiles du Mandin et des régions voisines. Les paysans cultivaient du mil, du riz, du fonio et du coton, assurant ainsi l'autosuffisance alimentaire de l'Empire. Des techniques agricoles furent améliorées pour garantir de meilleures récoltes. Le commerce de l'or était la principale source de richesse de l'Empire du Mali. Les mines de Bourré, Bambouk et Wangara fournissaient une quantité d'or qui était exportée vers l'Afrique du Nord et l'Europe. Sundiata réglementa l'extraction et l'exportation de l'or pour contrôler son commerce et enrichir les caisses de l'Empire. Le sel, indispensable à la conservation des aliments, était acheminé depuis les déserts du Sahara vers les cités maliennes. Sundiata imposa des taxes sur son commerce, garantissant ainsi une source de revenus constante pour l'Empire. Après avoir consolidé son empire, Sundiata Keïta entreprit ses dernières campagnes militaires pour parfaire l'unification des territoires sous son autorité. S'il avait déjà soumis des royaumes puissants comme le Ouagadou, le Fouta et Mema, certaines tribus de la forêt et des confins sud de l'empire restaient encore insoumises. Parmi elles, les peuples du Sankarani et les chasseurs du Hamana, connus pour leur farouche indépendance, refusaient de se soumettre pleinement à l'autorité du Mansa. Sundiata rassembla une armée et mena une série de campagnes militaires pour établir son hégémonie. Fidèle à sa stratégie habituelle, il alterna la force et la diplomatie, convainquant les chefs rebelles de l'avantage qu'ils avaient à rejoindre l'Empire du Mali. Sa renommée était telle qu'il n'avait plus besoin de livrer de longues batailles. Le simple fait d'entendre que Sundiata marchait sur un territoire suffisait souvent à le faire plier. Cependant, l'une des dernières expéditions fut menée contre les peuples de la forêt qui restaient réticents à s'incliner. Lors d'une bataille au sud du Mandin, Sundiata réussit à défaire leurs forces et signa un pacte de paix avec les chefs tribaux, leur garantissant une certaine autonomie en échange de leur allégeance. L'unification était enfin complète. Le Mali couvrait un territoire immense, reliant l'Afrique de l'Ouest des plaines du Sahel aux forêts équatoriales. La mort de Sundiata Keïta reste l'un des plus grands mystères de l'histoire du Mali. Les griots et les récits oraux offrent plusieurs versions sur ces derniers jours. Selon certaines traditions, Sundiata aurait été assassiné par des comploteurs de sa propre cour. Il avait régné avec une autorité indiscutable, mais certains nobles, jaloux de son pouvoir et de sa popularité, auraient cherché à le renverser. On raconte qu'il aurait été empoisonné lors d'un banquet ou blessé par un traître infiltré dans son entourage. Un autre récit mentionne la possible implication d'un roi voisin qui, réduit au statut de vassal, aurait secrètement envoyé des assassins pour mettre fin au règne du Mansa. D'autres sources prétendent que Sundiata est mort dans un accident. Un jour, alors qu'il traversait le fleuve Sankarani à cheval, son animal aurait glissé sur une pierre et l'aurait emporté dans les flots. Son corps ne fut jamais retrouvé, renforçant la légende de sa disparition mystérieuse. Cette version mystique suggère que Sundiata n'est jamais vraiment mort, mais qu'il a été rappelé par les esprits du Mandin, laissant son peuple avec l'espoir qu'un jour il reviendrait. Quelles que soient les circonstances de sa mort, Sundiata Keïta laissa derrière lui un empire prospère et une organisation politique solide. Son modèle de gouvernement reposait sur une répartition claire du pouvoir entre les clans, garantissant la stabilité de l'empire après sa disparition. Le système instauré à Kouroukan-Fouga devint un modèle pour les générations futures, où les grandes familles régnaient en harmonie sous l'autorité du Mansa. L'Empire du Mali devint l'un des plus grands centres de commerce et de savoir du monde médiéval.
Les routes commerciales reliant le Sahel à la Méditerranée prospérèrent sous l'héritage de Soundiata et la culture mandingue influença durablement toute l'Afrique de l'Ouest. Les griots, quant à eux, assurèrent la perpétuation de son histoire, faisant de lui un héros immortel. Le souvenir de Soundiata Keïta ne s'est jamais effacé. Aujourd'hui encore, son nom résonne dans toute l'Afrique de l'Ouest comme le fondateur du plus grand empire ouest-africain et son histoire continue d'être transmise de génération en génération.